Bonjour, on est le jeudi 20 juin 2024, le deuxième jour des épreuves de spécialité du baccalauréat pour la France métropolitaine vient de s'achever et donc je vous propose de revoir ensemble les sujets qui sont tombés et je vais vous donner quelques éléments de correction. Mais avant de voir tout cela, comme pour la vidéo d'hier, je serais assez curieux de savoir quel sujet vous avez pris, comment vous avez trouvé le sujet. Pour donner mon avis, alors autant hier j'étais pas super emballé, tout dit bof bof. Là clairement je me suis dit non, 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 il y a un chapitre j'avais dit qu'il devait pas tomber. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Je crois en fait c'est simple, hein. Je crois qu'il y a quelqu'un au ministère de l'Éducation nationale qui déteste les 2006 qui font des SES. Je sais pas, je vois pas d'autre explication quoi. Là entre le programme, le grand oral et bim là maintenant mettre le chapitre sur les crises financières. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication. Il y a quelqu'un qui vous déteste. Il y a quelqu'un qui vous déteste qui a dit non, mais on va les faire souffrir. Donc, bon, bah, ok. Yeah, yeah. Bon, ça, c'est le plus évident. Après, le reste, ça va, mais. Ah, mais la claque, quoi. La claque. Normalement, quand je corrige les sujets de SES qui sont tombés un jour, je commence par le sujet de dissertation. Mais là, je préfère commencer par, à mon avis, ce à quoi tout le monde pense, crever l'abcès. Et ensuite, on pourra évoquer le reste, où là ce sera plus facile, on va voir. Mais on va donc commencer par l'épreuve composée et la question de mobilisation des connaissances sur les crises financières. Truc que vraiment j'avais pas du tout vu venir, j'étais persuadé que ça n'arriverait pas, et bim. Et si moi ça m'a fait mal, pour vous j'imagine même pas. Donc, la question était présenter deux canaux de transmission d'une crise financière à l'économie réelle. En l'occurrence, dans le programme, il y en a trois. Donc vous en prenez deux, ceux que vous voulez. Comme je l'ai dit sur ce genre de choses, vous pouvez en présenter trois. Normalement, on devrait retenir les deux meilleurs. Mais bon, si vous voyez de vous-même qu'il y en a deux qui sont meilleurs, bah vous présentez ces deux-là et c'est suffisant. Dans le doute, vous pouvez présenter les trois et ensuite, bon, laisser un peu la personne qui corrige se débrouiller. Mais bon. Donc, premier canal de transmission, la contraction du crédit, ce qu'on appelle en anglais le credit crunch. Vous avez une crise financière, notamment une crise bancaire. Les banques sont en difficulté et par conséquent, elles vont prêter moins de crédit. En période d'expansion, de croissance, les banques vont facilement prêter des crédits, faire confiance aux entreprises. Là, elles vont être beaucoup plus vigilantes. Elles vont par conséquent déjà accorder moins de crédits et pour les crédits qu'elles vont accorder, elles vont demander un collatéral, une garantie plus importante et des taux d'intérêt plus élevés. Donc même si vous avez la chance que la banque vous propose un crédit, bah, peut-être que finalement le taux d'intérêt sera trop élevé pour que ça vaille le coup pour vous de prendre ce crédit. Donc s'il y a moins de crédit, il y a forcément du coup moins de financement pour les investissements des entreprises, dans une certaine mesure aussi pour la consommation des ménages, donc l'activité économique ralentit et la crise qui a commencé dans le domaine financier passe à l'économie réelle. Donc ça, voilà, premier canal de transmission. Deuxième phénomène, c'est les mécanismes de vente forcée et de baisse du prix du collatéral. Donc on commence à nouveau par une crise financière, des acteurs qui cherchent à se désendetter, qui vont par conséquent vendre les actifs financiers, vendre les biens immobiliers qu'ils possèdent pour avoir des liquidités tout de suite et pouvoir rembourser leurs dettes et faire face à leurs engagements, notamment à court terme. Le problème, c'est que si tout le monde cherche à vendre ses actifs financiers, ses biens immobiliers en même temps, forcément, le prix va chuter. Puisque du côté de la demande, même elle n'a pas augmenté, au contraire, elle a plutôt tendance à diminuer. Donc, augmentation brutale de l'offre, tout le monde qui cherche à vendre les mêmes choses en même temps, forcément, le prix va chuter. Et si vous n'avez pas vendu, ou en tout cas pour les actifs financiers, les biens immobiliers que vous avez gardés et que vous cherchez à utiliser comme collatéral, comme garantie pour avoir un prêt à des conditions plus avantageuses, bah finalement, ce collatéral qui vous aurait permis d'avoir un bon prêt auparavant, sa valeur a chuté à cause des ventes forcées de tous les autres acteurs et du coup il va pas vous permettre d'avoir un prêt ou dans des conditions beaucoup moins favorables qu'auparavant. Donc on retrouve à nouveau cette idée que bah, la crise financière fait qu'il y a moins de crédit, que c'est plus difficile d'avoir un crédit et donc moins d'investissement, moins de consommation, moins d'activité économique, crise qui touche l'économie réelle à son tour.
Enfin, le troisième phénomène, c'est l'effet de richesse négatif. Donc là, à nouveau, on reprend le lien finalement avec le canal de transmission précédent. Vous avez la valeur des produits financiers et des biens immobiliers qui baissent. Déjà, pas forcément besoin de parler de la vente forcée, simplement vous dites qu'il y a une crise financière, donc la valeur des actifs financiers et des biens immobiliers baisse. Or, ces actifs financiers, ces produits immobiliers, notamment si vous êtes un particulier, si vous êtes un ménage, c'était sûrement de l'argent que vous avez épargné, que vous avez mis de côté éventuellement pour financer vos retraites. Et là, vous vous rendez compte que tous ces actions, par exemple, ces produits financiers que vous aviez achetés pour financer votre retraite, ils valent beaucoup moins qu'auparavant. Et donc, auparavant, vous pouvez vous dire, avec ça, j'aurai de quoi financer ma retraite. Là, vous vous rendez compte que ça ne va pas être le cas. Donc si vous voulez quand même justement maintenir votre niveau de vie pendant la retraite, vous allez être obligé de mettre plus d'argent de côté pour votre retraite. Et puisque vos revenus n'ont pas augmenté, cet argent que vous mettez de côté, c'est forcément de l'argent que vous prenez dans les sommes que vous consommiez auparavant. Donc il y a une baisse de la consommation pour pouvoir financer l'augmentation de l'épargne. Et forcément, s'il y a une baisse de la consommation, ça va toucher l'économie réelle puisqu'il va y avoir une baisse de la demande générale et face à cette baisse de la demande, les entreprises vont réagir en produisant moins. Donc voilà, baisse de la production, chômage, etc. Crise de l'économie réelle. Donc voilà les trois canaux de transmission qui étaient attendus, enfin en tout cas 2 des 3. La contraction du crédit, la vente forcée et la baisse du collatéral et l'effet de richesse négatif. Bon ça, voilà, c'est fait, c'est terminé. On va pouvoir passer à la suite. Vous allez voir, c'est assez simple le reste. Mais ouais, forcément, commencer par les crises financières dans l'épreuve composée, ça fait mal. C'est une mauvaise surprise. Comme dit, le reste est plus abordable. Donc on continue avec l'étude de documents. Première question, on vous demande de comparer l'engagement bénévole selon le niveau de diplôme en 2023. Donc simple lecture de pourcentage et comparaison de pourcentage évidemment. Pour vous rendre les choses encore plus faciles, vous aviez une note de lecture qui vous montrait comment vous deviez présenter et lire les données du tableau. Donc vous prenez les chiffres pour les diplômés du supérieur, les chiffres pour les personnes sans diplôme, vous présentez ça, vous faites un petit calcul de comparaison, vous dites là a priori ce qui fait... Non, en fait les deux font sens. Soit vous pouvez dire que finalement la part des bénévoles diplômés du supérieur est 2 fois plus importante que la part des sans diplômés bénévoles. Voilà. Ou vous dites qu'il y a un écart de 13 points de pourcentage. Pas de difficulté là-dessus. On passe maintenant à la deuxième question sur ce document. On vous demande de montrer que l'engagement politique dépend de variables sociodémographiques. Donc chapitre sur l'engagement politique. Pas de surprise là-dessus, c'est un chapitre qui était attendu. Donc, première chose à faire, évidemment, vous définissez l'engagement politique. Je parlais tout à l'heure avec un élève qui m'a dit « mais je ne savais pas qu'il fallait définir les notions en dehors de l'EC3 et de la dissertation ». Si, évidemment, EC1, EC2, EC3 et dissertation, les notions qui sont mentionnées dans la question, vous devez les définir. Donc, on commence par définir l'engagement politique et ensuite... Bon, là, j'aurais aimé que la question soit formulée de façon plus précise, qu'on nous dise combien de variables sociodémographiques il faut présenter, parce que ça, finalement, c'est tout un sujet de C3. On se doute qu'il ne faut pas faire aussi long qu'une C3, mais où est-ce qu'on s'arrête? J'aurais tendance à dire il faut présenter au moins 2 variables sociodémographiques assez différentes. Donc là, il y en a une, c'est assez évident. Avec le document, il faut parler de l'influence du niveau d'éducation et du niveau de diplôme sur l'engagement politique. Donc voilà, vous développez en parlant par exemple de sentiment de compétence politique, etc., du fait qu'il y a plus de ressources, et vous illustrez ça avec le document, et ensuite vous devez présenter une autre variable sociodémographique qui influence l'engagement politique, quelque chose d'assez différent. À mes yeux, si ensuite vous parlez du rôle de la profession et de la catégorie professionnelle, ça va pas être assez différent. Mais vous avez quand même le choix entre l'influence de l'âge et de la génération ou l'influence du sexe et du genre. Donc vous prenez un de ces 2 critères et vous montrez en quoi est-ce qu'il y a des différents engagements politiques selon l'âge ou entre femmes et hommes.
Avant de passer à la suite, je vous rappelle juste de ne pas oublier de vous abonner, de laisser des likes, de laisser des commentaires aussi si vous avez des questions, si vous voulez que je vous donne mon avis sur ce que vous avez fait. Si vous avez besoin d'être rassuré, vous inquiétez pas, je suis là pour ça et je vous donnerai un avis honnête, mais autant que possible rassurant. Et on termine ce sujet d'épreuves composées par la question de raisonnement sur dossier documentaire où on vous demandait de montrer qu'il existe diverses explications au commerce entre pays comparables. Donc, commerce international, un chapitre qui était prévisible, voire attendu. On est sur une question, il n'y a pas de difficulté, une question assez classique qui était d'ailleurs déjà tombée l'année dernière et qui va sûrement tomber plein de fois les années suivantes. Donc si on regarde en l'occurrence les documents plus précisément pour avoir une idée même de ce qui est attendu. Vous avez un premier document, un texte qui vous parle des exportations allemandes et qui vous dit finalement les exportations allemandes elles sont associées à un certain niveau de qualité. Donc là on a une première explication au commerce entre pays comparables, les différences de qualité, ce qu'on peut appeler la différenciation verticale. Deuxième document, on vous présente les échanges franco-allemands pour quelques secteurs en milliards d'euros et on voit que dans ces trois branches d'activité qui sont présentées, la France exporte vers l'Allemagne et importe de l'Allemagne et qu'on a à peu près des montants similaires. Donc là, c'est l'idée de commerce intra-branche. La France vend des produits d'équipement électrique et ménager et aussi achète des produits d'équipement électrique et ménager. Le commerce entre pays comparables, c'est pas toujours du commerce intra-branche, mais souvent on a quand même tendance à rapprocher les deux. Et clairement, le document 2 vous invite à le faire. Et enfin, vous avez un troisième document qui est un texte où finalement on vous parle de chaîne mondiale de valeur. Le plan pour répondre à cette question, il est très simple. On va commencer par une première partie où on va dire que les échanges entre pays comparables peuvent s'expliquer par des différences de qualité, donc de la différenciation verticale, et pour ça on va utiliser le document 1. Ensuite, une deuxième partie où on va dire que la différenciation des produits, mais surtout en fait la différenciation horizontale entre des produits qui sont globalement de même qualité mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, explique aussi les échanges entre pays comparables. Et enfin, une troisième partie où on dit enfin, les chaînes mondiales de valeur sont un autre élément d'explication des échanges entre pays comparables. Et là, on utilise le document 3. Alors, vous remarquez que je n'ai pas utilisé le document 2 explicitement dans aucune de mes trois parties. Pour moi, vous pouvez l'utiliser où vous souhaitez. Là, vu qu'on parle juste de commerce intra-branche et qu'on dit que c'est un élément d'explication, mais finalement, les trois parties parlent du commerce intra-branche, surtout les deux premières. Troisième, il y a quand même beaucoup de chaînes d'échanges dans le cadre des chaînes mondiales de valeur qui peuvent être vues comme du commerce intra-branche. Bon, c'est peut-être un peu moins en ligne, mais ça peut quand même passer. Donc, dans les deux premières parties, vous mettez où vous voulez le document 2. Alors, on va dire dans le grand 2 parce qu'on n'a mis aucun document. Mais bon, et évidemment, pour l'ordre des parties, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de commencer par la différenciation verticale avec le document 1 et de terminer par les chaînes mondiales de valeur. Bon là, on pourrait presque me faire le reproche qu'en fait, surtout si j'utilise le document 2 dans ma deuxième partie, je fais première partie document 1, deuxième partie document 2, troisième partie document 3. En réalité, à chaque fois, j'apporte des connaissances pour dire c'est pas exactement ça. Mais bon. Moi, la seule chose qui me semble importante, c'est les deux parties sur la différenciation des produits, horizontale et verticale. Il vaut mieux qu'elles soient ensemble. Mais vous pouvez commencer par la chaîne mondiale de valeur et terminer par ça. Il n'y a pas de problème. Les deux marchent, il n'y a pas de problème là-dessus. On continue avec le sujet de dissertation et je ne serais pas étonné que pour cette journée, on ait beaucoup plus de personnes que d'habitude qui ont pris le sujet de dissertation. Parce que vous voyez l'épreuve composée, vous voyez la première question et là vous dites ok, bon bah c'est mort, donc on va partir sur la dissertation. Donc c'est un peu intéressant de voir quel est le sujet de dissertation. En l'occurrence, la question qui vous était posée était la suivante. Quels facteurs structurent et hiérarchisent la société française actuelle? On est donc sur le chapitre sur la structure sociale, donc un grand classique, chapitre bien attendu, et même le sujet en soi n'est pas une formulation très originale. Bon, moi, le principal problème pour commencer avec ce sujet, c'est que c'est un sujet qui peut aussi tomber, qui est d'ailleurs déjà tombé, même cette année dans le lycée français à l'étranger, en EC3, et donc j'ai toujours
un problème quand un sujet tombe en EC3 et en dissertation. Je me dis, soit ça veut dire que c'est trop long pour le C3, soit c'est trop court pour la dissertation. Là, en l'occurrence, je trouve que ça peut passer pour les deux, mais forcément, ça veut dire qu'on va être plus exigeant quand même sur un sujet de dissertation qu'on l'aurait été sur un sujet de C3. Aussi, autre difficulté à signaler, parce que pour moi ça me semble évident, mais en fait, connaissant ce que font les élèves, je préfère en parler. Vous voyez dans le sujet une espèce de binarité. On vous dit quel facteur structure et hiérarchise. Et je sais qu'il y a combien d'élèves qui tout de suite voient ça et vont se dire, bah tiens, je vais faire une partie grand 1, quel facteur structure, grand 2, quel facteur hiérarchise. Non, non, non. La notion de structure sociale, elle doit être présentée dès l'introduction. C'est la notion clé sur ce sujet. Et normalement, avec cette définition, vous devriez montrer que la structure sociale est toujours un peu quand même hiérarchisée. Et que à partir du moment où on a des facteurs qui vont structurer, donc qui vont créer des divisions, qui vont séparer différents groupes, souvent derrière, il va y avoir l'idée de hiérarchisation. Donc, se dire qu'on va utiliser ça pour faire deux parties ou même des sous-parties intérieures, non, non, mauvaise idée, ça marche pas à mes yeux. Vous allez vous répéter, vous allez déconnecter des choses qui iraient bien mieux ensemble, donc non, je suis désolé, ça passe pas. Voyons donc ensemble les documents qui nous sont proposés pour répondre à ce sujet de dissertation. Donc on a un premier document où on vous montre le niveau de vie médian selon la catégorie professionnelle. Donc on a un premier facteur de structuration et de hiérarchisation, la catégorie socio-professionnelle. Pas de difficulté particulière sur ce document. Idéalement, il faudrait, quand vous présentez les données, faire attention au fait que c'est une médiane. Donc ça veut dire, c'est D5 finalement. Vous avez 50% de chaque catégorie qui gagne moins que ce niveau de vie médian et 50% qui gagne plus. Donc ce serait bien qu'une fois vous le présentiez correctement. Après, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Le deuxième document vous montre le taux d'activité, le taux de chômage et la part du temps partiel dans l'emploi des 25-49 ans selon le sexe et la situation de famille. Donc on a deux nouveaux facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social, le sexe et la situation familiale. Sur ce document en particulier, pas de grandes difficultés, à part, je dirais, la question du taux de chômage. Ça, vous devez reformuler, vous présenter les données correctement. Là où ça peut d'ailleurs poser un piège, c'est qu'on vous met une note de lecture, mais cette note de lecture sur le taux de chômage, elle vous dit juste le taux de chômage est de 6%. Elle ne vous aide pas et même au contraire, elle pourrait donner l'impression que reprendre ce type de formulation, ça passerait. Non, là en l'occurrence, ça ne passerait pas. Il faudrait quand même reformuler pour présenter les données correctement. On essaye de vous expliquer aussi le taux d'activité. Normalement, ça, vous avez dû le voir en cours, mais bon. Et du coup, on vous présente juste comment est calculé le taux d'activité. Ça devrait vous mettre sur la voie sur comment est-ce que vous devez le présenter. Le taux de chômage, c'est par rapport à la population active. Donc, c'est parmi l'ensemble de la population active, 7,4% des hommes sont au chômage. Et sur le taux d'activité, on vous dit donc que c'est calculé par rapport à l'ensemble de la population en âge de travailler. Donc ce serait parmi l'ensemble des hommes en âge de travailler, 91,9% font partie de la population active. Donc ça, c'est ce qu'on attendrait, mais à mes yeux, c'est un peu moins grave. À mon avis, on va être moins exigeant là-dessus. Et dans le dernier document, on vous montre des exemples d'activités culturelles réalisées au cours des 12 derniers mois en montrant des différences de pratiques culturelles selon l'âge, entre les femmes et les hommes, selon le niveau de diplôme, rapidement selon la catégorie socio-professionnelle et aussi selon le type de commune dans lequel on habite, donc selon le lieu de résidence. Donc là, vous avez en fait juste dans ce document 5 facteurs de structuration et d'hiérarchisation de l'espace social. Les documents nous aident beaucoup pour voir ce qui est attendu, mais maintenant encore faut-il organiser ces idées dans un plan qui soit cohérent. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que c'est une dissertation, donc il ne faut pas oublier de faire sous-parties. Globalement, là on a un modèle qui est assez strict, vous pouvez faire 3 grandes parties maximum, et il faut absolument des sous-parties à l'intérieur de ces grandes parties.
et dans une grande partie, il faut au maximum 3 sous-parties. Parce que ça me semblait évident, mais j'ai des élèves qui sont déjà plantés, qui m'ont fait une dissertation commune C3 sans aucune sous-partie. Donc non, il faut au maximum 2 ou 3 grandes parties et à l'intérieur de chaque grande partie, 2 ou 3 sous-parties. Je vous propose de commencer par une première partie où on va dire que l'espace social est structuré et hiérarchisé selon des variables socio-économiques. Et on va présenter 3 variables socio-économiques qui structurent et hiérarchisent l'espace social. On commence par le revenu. Alors là, attention, on ne veut pas dire qu'il y a des inégalités de revenus et qu'il y a des gens qui gagnent plus d'argent et d'autres moins. On ne veut pas dire que, comme c'est montré par exemple dans le document 1, selon votre profession, vous allez plus ou moins gagner d'argent. Là, on veut dire que, en fonction de votre revenu, vous allez avoir accès à plus ou moins d'avantages, ou au contraire être plus ou moins pénalisé par le fait d'avoir un faible revenu. Donc, avant tout, le fait que vous pouvez plus ou moins consommer, mais aussi le fait que le revenu peut être considéré comme un facteur de statut social et donc être valorisé en soi. Ensuite, on va avoir une deuxième sous-partie où on va parler du rôle du diplôme et du niveau d'éducation. Donc là, on peut notamment utiliser le document 3. Et une troisième sous-partie, on va parler du rôle de la catégorie socio-professionnelle en utilisant le document 1 et le document 3. Dans notre deuxième sous-partie, on va parler des variables sociodémographiques. Alors attention, c'est pas dans le même sens que variables sociodémographiques dans le chapitre sur l'engagement politique, mais je vois pas d'autre façon de l'expliquer. Donc on va faire par exemple une sous-partie, on va parler du rôle, de l'âge et de la position dans le cycle de vie, mais on peut aussi parler de la question de la génération. Techniquement, c'est pas mentionné dans le programme, mais on peut en parler. Donc vous pouvez utiliser le document 3 par rapport à ça. On va faire une deuxième sous-partie où on va parler du sexe, du genre. Donc ça, globalement, la même chose. À nouveau, dans le programme, ça doit plutôt être le sexe. Mais pour moi, dans une perspective sociologique, on devrait plutôt utiliser le terme de genre. On peut aussi parler dans cette sous-partie de la composition du ménage. Pourquoi pas. Donc on utilise le document 2 et le document 3. Et une dernière sous-partie sur la question du lieu de résidence avec le document 3. Attention cependant, un piège sur ce sujet à mes yeux, c'est la tentation, surtout vu les documents qui vous sont fournis, de n'utiliser que les documents et d'oublier de mobiliser le cours. On est dans une dissertation, déjà dans une EC3 ça passerait pas bien, mais alors dans une dissertation ça va clairement pas être accepté. Si vous vous contentez de dire regardez dans le document 1 on voit ça, dans le document 2 on voit ça, etc. Ou même vous me faites ce plan là, mais en fait à chaque fois dans vos sous-parties vous vous contentez de lire des données du document et vous apportez pas vraiment de connaissances, non, ça va clairement pas passer. Donc il faut sur chaque facteur, que ce soit l'âge, le sexe, le diplôme, etc., vous en disiez le plus possible. Vous apportiez des choses qui ne sont pas dans les documents. Pourquoi est-ce que ce facteur crée des différences et plus particulièrement même des inégalités? Pourquoi est-ce que ça va distinguer différents groupes dont certains qui seront plus valorisés, qui auront une position plutôt avantageuse et d'autres qui auront une position plutôt défavorisée? Un exemple très simple, c'est de reprendre pour le coup ce qui vous est même suggéré dans l'épreuve composée et donc le chapitre sur l'engagement politique. Vu qu'on parle de variables sociodémographiques dans les deux, même si comme je l'ai dit, c'est pas exactement le même sens, vous vous rendez compte. Dans le chapitre sur l'engagement politique, on parle du rôle de l'âge, de la génération, du sexe et du genre, du diplôme et de la catégorie socio-professionnelle sur l'engagement politique. Donc tout ça, ça montre que ces facteurs structurent l'engagement politique et de façon plus générale, du coup, la société, la structure sociale. Donc là, c'est des choses que vous devriez pouvoir assez facilement mobiliser. Il y a d'autres choses aussi, normalement, que j'espère que vous avez dit, et j'aurais même tendance à dire que si vous avez assez de connaissances, vous pouvez faire une troisième partie uniquement sur le lieu de résidence. Parce que le lieu de résidence, ça peut être étudié à différentes échelles. Donc vous pouvez faire vos sous-parties là-dessus, faire un grand 3 uniquement sur le lieu de résidence et dire les différences selon la taille de la commune, mais aussi des différences selon le département ou la région, mais aussi des différences à l'intérieur des communes. Parce qu'on parle souvent en fait de l'opposition entre ville et campagne, ce qui est suggéré à nouveau par le document 3, mais
Il y a quand même des différences aussi importantes à l'intérieur des grandes villes selon le quartier, hein. Vous avez des différences de revenus, d'exposition au chômage qui sont très importantes. Et on peut aussi parler des inégalités ethno-raciales, de la question du racisme et des inégalités auxquelles sont confrontées les personnes immigrées dans cette question, alors pas tellement du lieu de résidence, mais en tout cas du lieu d'origine. Donc là, plutôt une troisième partie sur des variables socio-géographiques finalement. Et dans ce cas, ça vous permettrait éventuellement de décomposer votre grand B en deux et donc de faire une sous-partie uniquement sur sexe, genre et une autre sur la composition du ménage. Là, je les ai regroupés parce que spontanément, je me suis dit, bon, bah, on va plutôt attendre ça, mais si vous avez assez de connaissances pour vraiment développer sur les résidences, ça peut être intéressant. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, normalement, je dis pas qu'il y a un sujet qui est plus facile que l'autre, mais là, je pense que clairement, la question des crises financières montrait que ce sujet était plus compliqué. Donc, finalement, j'espère que vous avez passé les SES le mercredi. J'espère en tout cas que l'épreuve qui s'est passée le mercredi s'est bien passée pour vous, parce que là, il y a un peu plus d'inquiétude. Alors après, on croise les doigts, hein. À mon avis, après avoir mis les crises financières, il va y avoir des instructions pour être assez accommodant pour éviter d'avoir une chute brutale du taux de réussite. Mais ça, c'est ce que je pense, et je pensais que les crises financières n'allaient pas tomber. Donc voilà, moi j'ai pas d'infos particulières, et parfois moi aussi j'ai de mauvaises surprises. Même si j'en suis pas responsable, je vous présente donc mes excuses là pour les crises financières. Il reste plus que le grand oral, je vous souhaite donc bonne chance pour ça. Allez, ça est bientôt terminé. Au revoir.